Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Guillaume Godinot, je suis le directeur des relations internationales adjoint en charge de la francophonie de l'Université Jean Moulin. Et je représente ici, en l'occurrence, notre directeur de l'Institut international pour la francophonie et vice-président aux relations internationales et à la francophonie, le professeur Manuel Jobert, qui s'excuse de ne pouvoir être présent ce jour. Il le regrette. Il est de retour de mission en Chine et au Japon, où nous avons un projet de création d'un arc francophone asiatique, où il s'est rendu avec notre président. Je suis donc ravi de pouvoir le remplacer et être face à vous. Déjà, tout d'abord, c'est un plaisir et un grand honneur de vous accueillir toutes et tous ici à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Je tiens à saluer son Excellence, Monsieur l'ambassadeur et consul général de Côte d'Ivoire, présent parmi nous, fidèle parmi les fidèles et qui nous honore toujours de sa présence dans toutes les occasions, et nous l'en remercions toujours vivement. Soyez-en remerciés, Monsieur l'ambassadeur. Merci à vous d'être présents donc, pour la 16e édition du prix littéraire des jeunes Européens, qui existe depuis 2011. Donc c'est un prix qui a une ancienneté remarquable et une durée excellente. L'Institut international pour la francophonie, depuis l'an dernier et encore davantage cette année, est particulièrement honoré d'en être co-organisateur dans la catégorie auteur européen d'expression française, en partenariat et surtout en soutien de nos collègues de l'INSEC et de l'HEIP. Nous tenons également à remercier, et je tiens particulièrement à remercier au nom de notre président et de l'université, la présence des collègues qui vous accompagnent et qui participent à ce prix. Madame Aurore Nicolas de l'université Goethe de Francfort, Madame Simona Giza de l'université de Cluj-Napoca en Roumanie, que je remercie vivement toutes deux d'être présentes parmi nous. Je tiens également à remercier, qui est présente dans la salle, de l'Université de Turin en Italie, Madame Maria Margarita Mattioda, que nous avons eu la joie d'accueillir à l'Institut cette semaine et avec qui nous avons pu échanger sur de nombreux sujets prometteurs et qui, nous l'espérons, sera amené avec l'Université de Turin à prendre un poids, une présence encore plus forte dans ce prix. Il est important également de remercier nos partenaires institutionnels, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est toujours présente à nos côtés en soutien des actions francophones, le Crous, la métropole et la ville de Lyon également, toujours présentes pour leur soutien également fort, la maison des étudiants de la métropole et la Villa Gilet, bien sûr, qui notamment pour la journée d'hier et chaque année présente et nous offre un lieu d'exception. Les consulats et les instituts culturels à Lyon, notamment celui de Pologne, de Roumanie, d'Allemagne, d'Espagne et du Portugal. Et enfin, la fondation Pro Helvetia. Au final, et je me permettrai humblement, avant de céder la parole à Madame Giza et à Madame Nicolas, mais de féliciter et de remercier pour sa présence qui nous réunit tous ici. Elle est parmi nous, en distanciel, mais elle est présente quasiment physiquement ici avec nous. La lauréate de la catégorie auteur européen d'expression française, Madame Adeline Dieudonné, pour son ouvrage Reste. Et je pense que nous pouvons d'ores et déjà l'applaudir. Eh bien, écoutez, j'ai déjà trop parlé. Je tiens un remerciement final. Je tiens à remercier Monsieur Romain Bétoul, qui se tient présent parmi nous et qui est, en ce qui nous concerne, la cheville ouvrière et le pilote de ce projet que nous espérons voir perdurer à l'avenir les années prochaines. Merci à vous, cher Romain. Adeline Dieudonné, bonjour. On regrette le fait que vous êtes à distanciel, mais juste pour me présenter, je viens de Roumanie. J'enseigne la littérature française et francophone, et dans notre université Babes-Bolyai, il y a un centre d'études belge. Donc voilà, grâce à vous, on a un exemplaire pour enrichir nos fonds. Et
Et voilà, donc on a déjà fait connaissance hier grâce au clip que vous nous avez envoyé. Je vais de nouveau parler un peu de votre biographie et puis laisser la parole à ma collègue Aurore Nicolas. Donc, on a appris que vous êtes actrice et autrice de plusieurs genres littéraires, romans, nouvelles, pièces de théâtre, albums de jeunesse. Donc, disons une écriture hybride, des exercices chaque fois d'écriture. Et c'est seulement à 33 ans que vous vous tournez vers l'écriture et vous faites publier un premier texte d'une nouvelle qui a beaucoup de succès. Alors, comment êtes-vous arrivé à écrire? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci de m'accueillir parmi vous. Effectivement, on est en distanciel, mais je suis là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que je commence à écrire? Ça a été une conjonction de plusieurs événements. Il y a déjà le fait que vous dites que j'étais actrice, mais en fait, j'avais fait des études pour devenir actrice, mais j'en ai jamais vraiment vécu. Donc, j'ai eu quelques petits rôles par-ci par-là, mais c'était pas mon vrai métier. Et vers la fin de la trentaine, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur le monde dans lequel je vivais, et j'ai traversé une période de prise de conscience des inégalités de nos sociétés, et puis des menaces environnementales qui planaient sur nous. Et donc, je pense que j'étais, comme on dit, éco-furieuse, et je le suis toujours d'ailleurs. Et donc, j'ai traversé une période où je me posais énormément de questions et où je ne pouvais plus continuer à travailler dans le domaine dans lequel je travaillais, qui était la décoration d'intérieur. Et j'ai rencontré à ce moment-là un écrivain belge qui s'appelle Thomas Gunzig, et qui m'a un petit peu écouté parler de tout ce que je ressentais, de tout ce que je traversais. Et il m'a dit, mais ça m'intéresserait beaucoup de lire ce que tu as à dire sur ce sujet. Et moi, je savais pas du tout par quel bout commencer. Donc j'ai quand même essayé. Je me suis pliée à l'exercice, et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier texte, qui était un texte de théâtre qui s'appelle Bonobo Moussaka. Et fini d'écrire Bonobo, j'avais pas envie de m'arrêter d'écrire, et donc j'ai écrit une première nouvelle, une deuxième, et puis un premier roman, et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. En fin de compte, on vous a connu grâce au roman de 2018, La vraie vie, qui était dans la liste du prix Goncourt. Et c'est vrai qu'il a obtenu le prix Goncourt, les choix de la Belgique, de l'Italie. Il a obtenu également le Renaudot des lycéens. Donc là, il est question d'une adolescente qui vit dans une famille dysfonctionnelle avec un père qui suit le modèle d'un ogre qui est très violent, et avec un frère qui sombre dans la fascination pour la mort, et un destin particulier, une écriture poignante. Donc, qu'est-ce que ce roman a représenté pour vous, et surtout le fait qu'il a obtenu autant de récompenses littéraires? Ça, c'était une surprise totale, évidemment, parce que moi, j'ai écrit ce roman parce que je prenais du plaisir à écrire, et je me rendais compte que j'avais envie de faire ça. Et puis, on m'avait dit, les nouvelles, ça n'intéresse pas vraiment les éditeurs. Donc, si tu as envie de passer le pas de l'édition, il faut écrire un roman. Et donc, je me suis plongée dans cet exercice en me disant simplement, je ne suis pas sûre de réussir à écrire un roman, mais je veux essayer. Et donc, évidemment, j'imaginais absolument pas qu'il rencontrerait déjà, qu'il soit publié, c'était déjà un petit miracle. Mais alors, après, qu'il rencontre le succès qu'il a rencontré, c'était complètement fou. Moi, c'est vraiment un roman que j'ai écrit sans intention. Je voulais juste écrire une bonne histoire, une histoire que j'aurais eu envie de lire. Mais donc, j'ai même pas voulu tenir de propos particuliers. C'est vrai que c'est un roman qui parle de violence intrafamiliale, du patriarcat, de la violence qu'on inflige aux animaux aussi, et au monde vivant. Mais moi, je l'ai pas du tout mesuré au moment où je l'écrivais. Moi, je voulais juste écrire une bonne histoire avec
Et j'avais la voix de cette petite fille à laquelle je voulais simplement rendre justice ou la laisser s'exprimer. Et puis le roman a eu le succès que vous venez de décrire. Et ce qui a été miraculeux pour moi, parce que ça m'a permis d'en faire mon métier et de pouvoir rencontrer plein de gens que j'aurais évidemment pas rencontrés dans mon contexte et dans mon biotope naturel. Et les prix, c'est vrai que j'ai eu plein de prix différents, c'est-à-dire qu'il y a les prix académiques qui sont distribués par des comme l'Académie Goncourt ou comme le prix Renaudot. Ça, c'est des professionnels du métier qui décident de vous décerner un prix. Et puis, il y a des prix de libraires, comme le prix du roman FNAC. Et puis des prix de lecteurs, comme le Grand Prix des lectrices de L, où là, c'est vraiment les lecteurs qui décident. Et puis des prix d'étudiants, ce qui est le cas notamment du Goncourt Choix de la Belgique, Goncourt Choix de l'Italie. Enfin voilà, ça c'est des prix qui sont décernés par les étudiants. Donc chaque prix est extrêmement précieux, mais pour des raisons qui sont très différentes. C'est-à-dire que c'est chaque fois des publics qui sont très différents, et à la fois c'est merveilleux d'être reconnu par nos pairs et par oui, moi évidemment le Goncourt. J'imaginais pas ça du tout, parce que pour moi, les gens enfin, les auteurs qui étaient primés par le Goncourt, c'était des grands intellectuels, et je pensais pas du tout, et je ne pense d'ailleurs toujours pas faire partie de cette famille-là. Et puis d'être reconnu, voilà, par des étudiants, par des gens qui vous disent parfois, des jeunes étudiants, des lycéens qui vous disent c'est le premier livre que je réussis à lire. C'est une récompense magnifique. Donc voilà, je ne vais pas jouer la posture, même si je la respecte, hein, des gens qui n'aiment pas les prix, qui considèrent que voilà, mettre de la compétition entre les œuvres, c'est quelque chose qui serait regrettable ou dommageable. Je l'entends, mais j'avoue que je suis sensible aux récompenses, et je suis sensible au fait que des gens me disent qu'ils ont aimé mon travail et qu'ils ont eu envie de le distinguer. Ouais. De toute façon, le prix des jeunes européens, le prix littéraire des jeunes européens, c'est toujours dans cette catégorie des jeunes lecteurs qui aiment lire, qui aiment découvrir les jeunes écrivains. Voilà. Mais pour discuter de ce roman Reste de 2023, je laisse la parole à ma collègue de Francfort, Aurore Nicolas. Merci. Alors, je vais aussi commencer par remercier, bien sûr, Adeline Dieudonné de nous avoir rejoints malgré la distance, donc en visio. Je pense que c'était assez important. On a amené beaucoup d'étudiants, d'étudiantes et d'élèves de Francfort. Et donc, j'ai eu le plaisir d'accompagner leur lecture, le processus d'évaluation des 3 romans, dont le roman Reste. Ça a été un vrai plaisir de voir justement leur lecture, leurs esprits critiques, leur esprit littéraire sur ces œuvres, parce que je dois dire qu'on les a beaucoup travaillées, et Reste leur a particulièrement plu, hein, d'où le prix littéraire. Et c'est pour cela que, en fait, je préfère laisser l'honneur de présenter le roman à une étudiante parmi les autres, hein, parce que certains et certaines étudiantes ont écrit vraiment de très beaux travaux sur ce livre, donc des analyses littéraires très poussées. Dans ce cas-là, c'était un devoir sur le rôle du patriarcat dans Reste. Donc j'aimerais appeler Yasmine à me rejoindre sur scène. C'est elle qui va présenter. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend Yasmine? Est-ce que vous entendez Yasmine? Bonjour Yasmine. Bonjour. Ah oui, oui, je vous entends bien. Oui, je suis très ravie de présenter, de résumer votre livre. Oui, je peux commencer avec une petite introduction. Alors dans votre roman, le contraste entre le système patriarcal et l'idée d'émancipation féminine prend une place centrale.
Et oui, l'autrice, elle a exploré ce sujet à travers la soumission d'un système violent et oppressif. Et en se détachant, elle a expliqué ces faits. En plus, un peu sur le contenu, l'histoire commence avec un événement tragique. L'amant actuel de la narratrice, il s'appelle, on l'appelle M. Il se noie dans un lac et à cause de sa incapacité à se séparer de lui, la protagoniste, elle passe 6 jours avec son cadavre. Et la protagoniste décrit sa journée dans 2 lettres adressées à la femme de M, où elle décrit la relation avec M et en les comparant avec la relation avec les amants passés. Et ce qui était très, très impressionnant pour moi, c'était le style qui était facile à comprendre, mais qui a apporté des sujets assez complexes. Et oui, c'est ça. Merci pour votre attention. Et oui. Merci à vous. Oui, merci pour son courage donc d'avoir présenté ce livre. Non, tu restes. Oui, donc peut-être pour commencer la discussion sur le livre, je commencerai par 1 ou 2 questions un peu générales avant de laisser la parole. Et puis, on a aussi prévu oui, la lecture de quelques extraits choisis. Mais une question que beaucoup se sont posées pendant justement pendant mes cours de littérature où on a étudié votre œuvre, c'est bien sûr, qu'en est-il de l'inspiration autobiographique? Est-ce qu'il y a des expériences personnelles qui ont permis de nourrir le roman, le contenu du roman? Voilà, ce serait un peu ma première question. Oui, et d'ailleurs, c'est la première fois que je me plonge autant dans mes expériences personnelles pour écrire. Ça a été assez perturbant comme façon de travailler parce que dans la vraie vie, c'est un roman qui est très loin de moi, Kérosène encore plus. Et à la limite, dans Bonobo Moussaka, il y avait une part autobiographique, mais on était plus sur un registre humoristique et quand même assez distancié. Ici, c'est vrai que c'est un roman qui est beaucoup plus intime et dans lequel je me suis prise, j'ai été prise au piège de l'écriture, c'est-à-dire que c'est vrai que je suis partie avec une héroïne qui avait mon âge et puis je suis partie d'une expérience personnelle, c'est-à-dire que j'ai moi-même vécu une expérience où j'étais dans une relation amoureuse clandestine et où je me suis sincèrement posé cette question de me dire qu'est-ce qui se passe si l'un de nous deux meurt, ou si l'un de nous deux tombe malade, ou enfin c'est ces épreuves de la vie qu'on ne pourra pas, qu'on sera forcément obligé de dissimuler. J'imagine que ça a dû arriver plein de fois, mais moi, c'est des histoires que j'ai jamais entendues. Et donc, j'ai eu envie de raconter ça. Et puis c'est vrai que mon héroïne raconte pas mal ses expériences passées. Et ça m'a un peu obligée de me poser la question moi-même sur oui, comment mes expériences, tout mon parcours amoureux a été influencé ou conditionné par les stéréotypes de genre. Et donc, c'est pas évident parce que il faut quand même protéger son entourage. Donc, évidemment, il y a pas mal de choses qui sont autobiographiques. Par exemple, quand la narratrice décrit sa maternité, la solitude dans laquelle elle s'est retrouvée pendant son congé parental, enfin, ou son temps de repos parental, parce que c'est pas du tout un congé en fait. L'exaspération qu'elle a pu ressentir par rapport au papa qui se met presque volontairement dans une position d'incompétence pour qu'elle gère l'enfant toute seule. L'épisode du sanglier, l'épisode du viol, c'est aussi
Et ça, ouais, c'est la première fois que j'écrivais. Alors, ce qui est pratique, c'est que je me cache derrière un personnage, donc je suis absolument pas obligée d'assumer le fait que ce soit un récit autobiographique. Après, j'ai la liberté de le dire ou pas. Mais voilà, mais il s'agissait aussi de protéger. Voilà, j'ai pas envie que mes filles, lisant ce roman un jour, ils voient une mauvaise image de leur père. Et donc, c'est pour ça que j'ai modifié pas mal de choses. Bah, dans le livre, elle a qu'un seul enfant, moi j'en ai deux. Dans ma vie, il y a deux papas. Et donc c'est ça qui est pratique, c'est qu'ils vont pouvoir se renvoyer la balle. Ils vont pouvoir se dire que ce qu'ils lisent, en fait, c'est pas eux, c'est l'autre. Et voilà, donc j'ai dû faire un travail de brouillage de pistes qui est assez acrobatique. Mais voilà, dans un récit plus personnel, rapporter des expériences vécues, ouais, c'est assez intéressant. Je crois que j'aurais envie de le refaire. Voilà, mais toujours sous une forme romancée parce que j'assume pas complètement vraiment l'autofiction. D'accord, donc c'est pas tout à fait une autofiction, mais on en est à la limite. Après, je me suis pas baladée avec le cadavre de mon amoureux. Ouais, si c'est ce que vous voulez savoir. Ça, j'ai pas fait. C'est bien de le préciser, c'était aussi le sens de la question. Donc, je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit à l'instant, sur les expériences vécues à travers les différentes relations, les partenariats, les papas, les enfants. Bien sûr, donc j'avais un cours à grande majorité féminine. Donc, j'ai trouvé très intéressant hier dans votre message qu'on a pu écouter pendant la remise des prix que vous ayez dit que vous ne vous attendiez pas à que votre roman ait autant d'écho chez des personnes d'une autre génération. Eh bien, il a eu beaucoup d'écho chez les jeunes et chez les jeunes étudiantes. Donc, la prochaine question, ce serait peut-être sur le degré d'engagement féministe dans votre roman, parce que les thèmes sont là, sont abordés par le biais du roman. Donc, on se demande à quel point le roman assume son engagement féministe. Enfin, est-ce qu'on peut parler d'engagement féministe dans votre roman? Est-ce que vous en parleriez comme ça? Ouais, c'est une question qui est compliquée, je trouve, parce que, bah, évidemment, je suis féministe, et donc forcément, le roman l'est parce que je peux pas faire autrement que d'écrire avec mes propres prismes, et le prisme féministe chez moi est assez fort. Maintenant, ça pose aussi la question des œuvres militantes, et je pense qu'il y a d'excellentes œuvres militantes. Je pense que je n'oserais pas m'y attaquer personnellement parce que je crois que je serais assez mauvaise là-dedans. Parce que je suis une écrivaine très, très instinctive. J'écris ce qui m'intéresse, c'est les situations, les personnages, et je sais que je suis très mauvaise théoricienne. C'est-à-dire que venir avec un propos en me disant je vais écrire un roman qui va parler de ça parce que j'ai envie de développer une thématique, et en plus, je veux défendre une position et je voudrais faire avancer le monde à travers une œuvre littéraire. Ça me paraît extrêmement ambitieux et je me sens pas à la hauteur de cette ambition-là. Je pense qu'on me verrait arriver avec mes gros sabots à 3000 km et que ce serait extrêmement maladroit et que ça donnerait un roman tout à fait ennuyeux et tout à fait très, très peu vivant, en fait. Donc, mais c'est vrai que dans Reste, je suis toujours restée un peu sur la crête parce qu'en écrivant, j'étais quand même consciente des influences qui me traversaient, à savoir le livre de Mona Chollet, Réinventer l'amour, où elle se pose des questions justement sur les relations hétérosexuelles, où elle part du principe qu'elle aime les hommes profondément et qu'elle n'a pas envie de renoncer à l'amour des hommes. Et que comment est-ce qu'on peut continuer à s'aimer entre hétéros, et comment est-ce que les choses pourraient se passer différemment. J'étais très influencée aussi par le travail de Victoire Tuaillon dans à la fois Les couilles sur la table et puis Le cœur sur la table, son podcast où elle explore aussi les relations amoureuses hétérosexuelles. Donc je peux pas
je peux pas nier. Et j'ai demandé à Titiou Lecoq de m'accompagner dans l'écriture, donc de relire au fur et à mesure le roman. Donc voilà, je suis tout à fait consciente des influences féministes qui m'ont traversée, mais je devais aussi veiller à m'en débarrasser au moment d'écrire pour voilà, ne pas tomber dans une œuvre et ne pas être tentée non plus par l'envie de faire une œuvre absolument morale. Parce que pareil, je crois que si on veut faire une œuvre qui soit impeccable sur le plan de la morale de A à Z, ben c'est plus de la littérature. Enfin, on n'est plus dans la vie parce qu'on n'est pas des êtres fondamentalement moraux. Ça peut nous traverser, on peut se poser des questions, on peut avoir envie de faire mieux, mais malgré tout, voilà, si j'avais voulu faire un roman moral, ben déjà je serais pas partie d'un couple destin parce qu'ils sont déjà extrêmement discutables tous les deux sur ce plan-là. Et puis ce qu'elle fait, ma narratrice, est franchement discutable aussi. Donc voilà. Donc je pense que c'est un roman féministe, mais j'avoue que je l'ai pas non plus crié sur tous les toits et j'avais pas envie, parce que j'avais pas non plus envie d'être prise à défaut par rapport à ça. Voilà, j'avais pas envie de me prendre certaines féministes sur le dos qui allaient me reprocher ça ou ça, parce que ce roman est très discutable. Il y a plein de choses, effectivement, qu'on peut me reprocher sur le plan féministe dans ce roman et dans toutes mes autres œuvres, hein, dans la vraie vie, dans Kérosène aussi. Donc voilà, je me positionne pas comme ça. Mais bien sûr, si ça peut contribuer à faire avancer les choses, j'en suis ravie, ouais. Merci beaucoup pour la réponse, du coup, très nuancée. Euh, ça répondait très bien à la question. Enfin, on pouvait très bien lire entre les lignes, justement, cette envie de ne pas faire un manifeste féministe, mais voilà, les thèmes étaient quand même lisibles. Ouais. Je vais peut-être poser une dernière question et ensuite, j'aimerais laisser la parole peut-être aux lectures. La dernière question, et j'en profite parce que, parce que je suis sur scène, mais je préfère quand même laisser la parole ensuite aux élèves et aux étudiants. Euh, oui, sur la question du genre, ma collègue a parlé des différents genres que vous avez abordés dans votre travail d'écriture. Euh, Sur la fin, avec le personnage de la coupeuse de feu, on se demande justement s'il y a une volonté de brouiller la frontière entre les genres, si c'est tout à fait assumé, le côté un petit peu surnaturel, et si c'était, enfin, s'il y a une volonté de mélanger les genres ou pas du tout, si ça n'a pas été tant réfléchi que ça. Moi, j'ai aucune volonté. Donc, vraiment, j'ai aucune volonté, aucune intention. Simplement, au moment où j'écrivais, quand j'avançais, j'avais envie qu'elle trouve refuge auprès d'une femme. De toute façon, il fallait qu'elle appelle, enfin, qu'elle trouve de l'aide quelque part. Et c'est vrai que là, c'est plutôt ma culture littéraire qui a un peu repris le dessus et mon amour pour des auteurs comme Stephen King, où c'est vrai que j'avais envie de quelque chose. J'avais envie que ça dépote un peu. J'avais envie que ce soit. J'avais envie de me surprendre moi-même. Peut-être qu'à ce stade-là du roman, je commençais peut-être à m'ennuyer un peu, ou en tout cas avoir peur de m'enliser dans un ultra réalisme qui aurait peut-être été difficile, et donc juste ça m'amusait d'avoir ce personnage. Et puis la figure de la sorcière, ça pour le coup, elle est un peu constante, elle est présente dans la vraie vie, dans Kérosène et dans Reste. C'est peut-être le seul point commun qu'on peut trouver entre les trois œuvres. Et même elle était présente dans Bonobo. Je l'ai coupée finalement, mais en fait, c'est une figure qui est née dans Bonobo et qui revient à chaque fois. Et je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'ai besoin d'avoir une sorcière. Voilà, c'est un personnage que j'aime bien, et peut-être parce que je suis inquiète aussi au moment où j'écris, et que ce stade-là de l'écriture, quand on arrive plus ou moins aux 2/3, aux 3/4 du roman, moi, c'est un moment qui m'angoisse très très fort, et j'ai peut-être eu besoin de me raccrocher à un personnage qui est un petit peu surpuissant, un petit peu surnaturel, ou qui va pouvoir accomplir des miracles. Mais je crois que c'est vraiment, c'est un doudou, quoi. C'est plus quelque chose qui me concerne moi dans l'écriture. En tout cas, il n'y avait aucune intention. Mais c'est vrai que j'aime bien
je déteste les frontières hermétiques entre les genres et j'aime bien aussi, c'est peut-être aussi une façon de me sentir libre et de réaffirmer ma liberté de dire je fais ce que je veux. Et si tout à coup il y a un sortilège, eh ben, il y a un sortilège. Et c'est mon roman, c'est moi qui décide. Merci beaucoup. Je pense qu'on va peut-être faire les lectures à voix haute avant de commencer à faire tourner la parole. Pour cela, en fait, j'aurais besoin d'une personne volontaire chez la délégation allemande pour lire un court extrait. Et peut-être du côté aussi. On a quelqu'un. Vous avez quelqu'un? Notre étudiante à nous approche. Peut-être que oui, c'est le moment de venir. Et pour aller faire. Les micros devant, je pense. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour cette occasion. Je pense qu'on est tous heureux de vous avoir près de nous, même en distanciel. Et on va lire un petit fragment de votre roman de la page 264. Et je pense qu'on peut commencer. Peut-être faudra-t-il qu'un jour je comprenne ce qui m'a fait faire demi-tour. On pourrait y voir un accès de lucidité, le surgissement du réel, un retour à la raison. Je parlais plutôt de lâcheté, comme si les deux vies de M ne pouvaient entrer en contact. Une forme de répulsion magnétique, comme si vous et moi évoluions de dimensions parallèles qui ne pouvaient se rencontrer. La psychodrée m'oblige à voir, chaque semaine parle de brusques interruptions de bouffées délirantes. On peut mettre les mots qu'on veut. Je dirais plus platement que je me suis sentie prête, que je suis enfin ce que je devais faire, ce qui me semblait juste. J'ai aussi ressenti le besoin de me tourner vers le mien, de revenir vers mon clan vide de M, d'accepter leurs bras. Merci. Merci. Et Yasmine va vous lire un extrait sur lequel on avait travaillé avec le cours, avec les étudiants et étudiantes allemands. Quand ma mère et mes tantes en étaient en âge de travailler, elles ont rejoint ma grand-mère dans ce qui apparaît désormais un petit empire du bâtiment. Sans père ni frère, elles avaient fait fortune dans un univers masculin. Elles étaient compétentes, puissantes, riches. Et pourtant, dès qu'un homme débarquait dans la famille, amoureux ou pis, il était accueilli tel le Messie, comme si leur débrouillardise n'était que transitoire, une solution par défaut pour assurer l'intérim en attendant l'homme providentiel. J'ai mis du temps à réaliser que je me comportais de la même façon, inquiète à l'idée de ne pas vivre sous la protection d'un mec, à la recherche permanente du mentor, du père, du frère, me plaçant automatiquement dans une position asymétrique subordonnée. Il est probable que je sois retournée vers Hugo, non malgré le viol, mais à cause de lui. Un sanglier, c'est fort, c'est dangereux, c'est masculin. Bien sûr, je ne prétends pas m'être affranchie de mes vieux schémas avec M. Ma vie tournait autour de lui. Il m'indiquait le nord, il était mon homme providentiel. Mais je vivais seule, payais mes fractures seule, protégeais mes vacances seule, travaillais seule. Merci. Peut-être que le public a des questions pour Adeline Dieudonné. Ah, bah, oui, très bien. Allez-y. Oui. Venez lire. C'est Claudia. Claudia.
Bonjour, je m'appelle Claudia, je suis étudiante de l'université de Łódź, donc en Pologne. Et donc moi, je préparais une citation qui me plaît vraiment. Et donc, je cite. J'ai ouvert les yeux, la nuit était tombée, sournoisée. J'ai grelotté, je n'étais pas morte, pas encore. Je me suis blottie contre les corps du M qui ne me réchauffait plus. J'ai rabattu les couvertures sur moi. La bottine de ski était toujours là. La nausée aussi. Le froid venait de la montagne, mais pas seulement. J'avais de la fièvre. La cime noire des arbres formait une crête sur laquelle je découpais le ciel clair. Quelques nuages filandreux. La nuit me paraissait moins menaçante que la veille. Peut-être parce que je ne devais pas pénétrer dans les forêts, j'y étais déjà. J'en faisais partie. Le murmure de la rivière me berçait. Bien sûr, si je regardais vers le sol, je pouvais imaginer les yeux écarlates de la bête tapie dans les profondeurs opaques de la nuit. L'obscurité était trop dense. C'était une bouche, celle de la forêt, et elle allait fondre sur moi dans un souffle strident, me dévorer et recracher mon âme en lambeaux, condamnée à errer dans ces montagnes. J'essayais de focaliser mon attention sur le ciel, les astres. La lune, presque pleine, apparaissait entre les blanches épineuses. Les étoiles ressemblaient à des trous qu'on aurait percés dans un voile noir. Peut-être je bougeais sur un caravelle géante, allongé sur les phoques de chambres obscures rongées par les mythes. Peut-être qu'elle m'emmenait vers ces planètes lointaines où rien n'existe que de tempêtes et de glaces silencieuses, des incendies permanentes, des océans d'hydrogène. On pourrait y jeter mon corps microscopique qui ne troublerait rien. On pourrait y jeter la Terre entière. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, il faut dire que Claudia Kaczmarek, c'est moi, à vrai dire. Mais bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Claudia et je suis ici à la place de ma professeure de français, Elisa Sachin de l'université de Łódź, mais j'étais un peu stressée de m'asseoir ici. C'est pourquoi je suis maintenant. Et j'ai quelques questions à vous. Quelle est votre routine d'écriture? Écrivez-vous chaque jour? Non, j'écris pas chaque jour. Je devrais, mais c'est pas toujours aussi simple. Et j'espère qu'un jour, je pourrai faire ça, d'écrire tous les jours. Mais sinon, quand j'écris, c'est le matin. Je peux aussi écrire l'après-midi, mais c'est plus difficile. Vraiment, mes bonnes heures, c'est entre 8h et midi. Je me mets ici à mon bureau. Vous le voyez pas, mais il est très très bas et j'écris accroupie sur une espèce de planche de bois en semi-équilibre. C'est assez curieux comme position, mais c'est comme ça que je me sens bien. Je déteste être assis sur une chaise. Et voilà. Avant, j'écoutais de la musique pour écrire, donc La Vraie Vie, Bonobo et Kérosène, je les ai écrits en écoutant du heavy metal. Reste, c'était une autre playlist que j'ai mise d'ailleurs à la fin, vous avez dû la voir, avec plutôt des chansons d'amour. Et puis le roman que je suis en train d'écrire actuellement, c'est dans le silence total. J'arrive plus à écouter de la musique en l'écrivant, donc en plus voilà, c'est une routine qui évolue avec le temps. Oui, je comprends. Et une autre question, c'est y a-t-il des auteurs ou autrices qui influencent votre style? Oui, bien sûr. Et en fait, ça change aussi à chaque roman. C'est-à-dire que j'ai pas d'auteurs vers lesquels je reviens systématiquement. La Vraie Vie, c'était Thomas Gunzig, que je vous encourage vraiment à lire, un auteur belge absolument merveilleux. Il y avait Thomas Gunzig, il y avait Stephen King. Kérosène, j'étais beaucoup influencée par Raymond Carver, notamment.
Dans Reste, c'était qui les influences? Je suis retournée un petit peu vers Stephen King. Je me rappelle plus. Tiens, qui est-ce que je lisais à ce moment-là? Je devrais réidentifier. Mais je lis énormément et j'ai vraiment besoin de lire pendant que j'écris. Et ce qui peut parfois être un petit peu difficile parce que il peut y avoir, je vais écrire un livre sur 2 années et donc évidemment pendant ces 2 années, je vais lire des auteurs qui sont très très différents les uns des autres. Et donc de temps en temps, il peut y avoir des mélanges de genres et d'influences et ça peut même parfois se ressentir au niveau de mon écriture. Donc parfois, le travail, ça va être de réhomogénéiser tout ça à la fin. Et c'est pour ça que, par contre, je peux être assez exigeante sur mes lectures. Si quelque chose n'est pas bon, je vais l'abandonner assez vite parce que vraiment, ça contamine. Je suis très, très influençable. Donc je crois que si j'écris... Si je lis un livre qui est mauvais, mon écriture va se ressentir. Donc voilà. Mais vraiment, je suis très, très, je suis très, très influençable. Mais mes influences vont dans tous les sens. Vraiment, il y a la littérature française, la littérature américaine, le fantastique, la SF, la littérature classique. Il y a vraiment, vraiment de tout. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres questions du public? Tout à fait. N'hésitez pas, au contraire, c'est le moment. Là. Merci, j'espère qu'on m'entend. Alors ma question va porter sur le thème en général et sur le choix du thème et sur le fait d'avoir une histoire qui porte sur une relation entre un être vivant et un être qui ne l'est pas. En tant qu'autrice ou auteur, quand on adopte, si vous me permettez le mot, un parti pris qui est audacieux, original, est-ce que comment se sent l'auteur? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on appréhende les réactions? Ou est-ce qu'au contraire, on est excité de voir la réaction des autres et on assume totalement le choix? J'ai pas eu peur. J'ai pas eu l'impression de faire un livre spécialement polémique ou difficile à assumer. Donc ça, j'ai pas du tout appréhendé. Alors c'est certainement une question que je ne me pose pas pendant l'écriture. Parce que de nouveau, je me rends pas compte de ce que je fais au moment où je le fais. Moi, il me faut une bonne situation et des personnages avec lesquels je me sente bien et dont j'entends bien la voix. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Alors, c'est bien si mes personnages sont le plus possible dans une situation difficile et doivent s'en sortir. Donc, c'est vrai que je suis partie avec une situation là qui était très difficile pour ma narratrice. En gros, plus ils sont dans la merde au départ, mieux c'est parce que toute la question après, ça va être de savoir comment ils vont en sortir. Mais donc, je me préoccupe absolument pas je ne pense pas au lecteur pendant que j'écris, vraiment pas du tout. De la même façon que je me pose pas la question de pour qui j'écris. À la limite, les seules personnes auxquelles je vais penser au moment de l'écriture, c'est peut-être mon amoureux, enfin vraiment mes tout premiers lecteurs, mon amoureux, mon éditrice, et parce que j'ai un peu envie de les impressionner. Et donc, mais c'est les seules personnes auxquelles je vais penser. Et donc forcément, je me sens en sécurité, c'est-à-dire que je sais qu'ils vont regarder ils vont lire avec amour, avec bienveillance, que à l'origine ils aiment ce que je fais, et donc voilà, j'ai vraiment besoin de confiance. Il faut absolument que j'évite, et ça c'est vrai que parfois ça peut être un petit combat, que j'évite de penser aux critiques, pas aux critiques, vraiment sur le fait que on puisse contester mes choix, la morale des personnages et tout ça. Ça vraiment, ça me fait pas peur du tout. C'est plus les critiques sur mon style, sur la qualité de mon écriture. Ça peut me faire un petit peu peur parce que
bah, je l'ai vécu avec la vraie vie, c'est-à-dire que j'ai écrit ce livre en toute innocence. Et puis, bah, alors j'ai reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes de critiques positives et ça a été merveilleux. Mais du coup, les critiques négatives me sont arrivées vraiment plein dans l'estomac, sans aucune forme. J'avais aucune armure, j'étais pas du tout protégée, j'étais pas préparée. Et donc après, ben voilà, il faut absolument que j'évite de penser à ça parce qu'il y a des gens qui aiment pas ce que je fais et c'est pas grave, c'est la vie, c'est normal. Il ne pourrait pas en être autrement de toute façon. Mais voilà, il faut que j'évite d'y penser et il faut que je ne cède pas non plus à la tentation de vouloir convaincre ces gens-là. Ça peut être tentant, à un moment de se dire « Oh, ce critique littéraire qui me déteste et qui défonce chacun de mes romans, j'ai envie de lui prouver qu'en fait, je suis une bonne autrice. » Je crois que c'est un peu vain, je crois que j'y arriverai pas et que c'est plus... c'est extrêmement démobilisant. Ça me paralyse en fait. Si je pense à ça au moment où j'écris, j'ose plus écrire un mot parce que j'ai ces espèces de vautours sur mes épaules qui critiquent le moindre mot que j'écris. Donc ça, il faut absolument pas y penser. Et au contraire, trouver ma joie, ma liberté, mon enthousiasme et ma confiance au moment où j'écris. Je suis suffisamment autocritique. Je suis suffisamment dure avec moi-même. J'ai pas besoin de penser aux autres. Vous avez mentionné d'être très influençable et de la littérature de les États-Unis, la littérature américaine. Et je voulais demander si vous le lisez, la littérature américaine, par exemple, en la langue originelle, alors en anglais, ou les traductions françaises. Ouais, non. Pour ça, je suis moins bonne que vous. Je lis les traductions. Je suis pas. Et même si je parle plus ou moins anglais, je suis capable de me débrouiller en anglais. Mais de là à lire, peut-être que je devrais réessayer. Mais les quelques fois, à l'époque, par exemple, j'avais essayé de lire Harry Potter en version originale et c'est trop compliqué. Je devais tout le temps aller dans le dictionnaire pour chercher des mots et donc je perdais le plaisir de la lecture. C'est vrai que je devrais peut-être essayer maintenant et peut-être avec des auteurs qui justement ont un registre de vocabulaire qui n'est pas très compliqué. Et il y en a beaucoup aux États-Unis. Je veux dire d'excellents auteurs, mais qui ont des... je pense à Steinbeck ou à Philip Roth ou à Stephen King. Voilà, c'est pas des auteurs qui viennent avec des mots, avec un vocabulaire qui est spécialement soutenu. Donc, je pourrais réessayer. Là, pour l'instant, j'apprends l'allemand, même si je suis pas du tout encore capable de le parler, mais peut-être qu'un jour, j'aimerais bien aussi lire l'allemand dans le texte. Mais pour l'instant, non, ce ne sont que des traductions. Avec la frustration qui va avec, c'est que c'est vrai qu'il y a parfois des traductions qui sont très, très, très décevantes, parfois d'excellentes traductions, et c'est un plaisir. Mais par exemple, Stephen King est très mal traduit encore aujourd'hui, et je ne comprends pas pourquoi on prend si peu de soin à traduire Stephen King, alors que c'est un grand, grand, grand auteur, mais voilà, je suis souvent assez frustrée. Ouais. Merci. Bonjour, ma question est quelle scène a été la plus difficile à écrire pour vous et pourquoi? Ah, bonne question. Alors, la fin, j'ai mis du temps, j'ai eu du mal à trouver la fin. Je savais pas du tout comment, à partir du moment où elle était chez la Bouniane, que la Bouniane l'avait plus ou moins soignée, avait mis la dent sous sa peau. Je savais pas très bien comment terminer cette histoire. Et donc, j'ai pas mal chipoté à ce moment-là. J'ai essayé d'écrire la scène où elle va
où elle rencontre en fait l'épouse de M. J'ai essayé d'écrire cette confrontation qui était impossible. C'est une scène qui est impossible à écrire, vraiment. Je serais très étonnée qu'un auteur me démontre le contraire, mais pour moi, c'est impossible. J'ai essayé. Et donc, c'est pour ça, l'extrait que l'une d'entre vous a lu tout à l'heure, il était intéressant parce que quand elle dit je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait demi-tour. En fait, là, c'est moi qui m'exprime en tant qu'autrice parce que j'ai voulu aller écrire cette scène et j'ai fait demi-tour parce que c'était impossible. Donc voilà, la fin a vraiment été très très difficile à trouver et finalement c'est ma fille qui m'a donné la solution. Donc ça c'était assez émouvant et j'étais surprise de voir que elle avait à ce moment-là 15 ans, je crois, 14 ou 15 ans. Donc, et elle m'a dit, tiens, mais pourquoi est-ce que tu fais pas une scène sur le lac où il y aurait une barque et le corps comme ça qui passerait de l'une à l'autre, mais avec ce lac entre les deux. Et je dis, bah, t'es un génie, ma fille. Et donc, c'est elle qui l'a trouvé. Après, ça, c'est vraiment sur le plan purement scénaristique. Après, il y a des scènes qui sont difficiles à écrire sur le plan émotionnel. Et la scène du sanglier, elle a été... En fait, d'un certain point de vue, elle a été très facile à écrire parce qu'elle est sortie toute seule et je l'ai écrite vraiment en 1 heure ou 2 et ça a été une scène qui a coulé toute seule, mais dans laquelle il y a eu beaucoup de résistance et beaucoup d'émotions et beaucoup de... Voilà, j'ai dû aller dans des sensations qui n'étaient pas forcément très agréables. Et alors la scène qui a été lue, en fait je vais sortir toutes les scènes du livre, c'est pas compliqué, parce que ça n'a pas été un livre facile à écrire, mais la scène aussi que vous avez lue tout à l'heure, où elle est sous les étoiles avec le corps de son amoureux et où elle pense à l'adolescente qu'elle a été, aux espoirs qu'elle avait mis dans sa vie amoureuse et finalement de constater que ça s'est pas du tout passé comme elle l'aurait voulu. Ça a été aussi une scène assez émotionnellement assez difficile. Ouais. D'autres questions? Oui, monsieur? Ah, madame, pardon. Oui. Alors, je veux demander ce qu'il y avait de titres alternatifs pour le livre. Oh, ça c'est une excellente question. Il faudrait que j'aille me replonger dans mon carnet parce que je ne les ai plus en tête. Il y avait une proposition qui était de mon éditrice, mais qui m'a jamais complètement convaincue, qui était Love Song. Mais j'aimais pas l'idée d'avoir un titre en anglais pour un roman écrit en français. Déjà, j'aime pas l'idée. Je trouve qu'on a suffisamment de mots. Voilà, il y a suffisamment de mots en français pour pas devoir aller chercher un titre anglais. Et puis j'avais peur que ça brouille aussi les pistes en librairie. Oh, mais moi, j'avais imaginé tellement de choses. J'ai des pages et des pages de titres alternatifs, mais non, j'essaie de voir si j'ai pas mon carnet ici à portée de main, mais je ne l'ai pas. Donc, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais c'est vrai que Reste était un titre. Vous avez raison. Enfin, c'est une excellente question parce que Reste était mon titre de travail. Je pensais pas du tout. J'ai vraiment cherché mieux. C'est-à-dire que j'étais pas convaincue par ce titre. Je continue de penser qu'il y avait peut-être mieux. Et il est devenu définitif à partir du moment où on m'a proposé la couverture. Et ça aussi, la couverture, on a beaucoup cherché. Ils m'ont proposé une vingtaine de couvertures que j'ai refusées. J'étais assez... j'ai fait un peu ma diva sur ce coup-là. Et ça me ressemble pas, mais voilà, j'étais très difficile sur cette couverture. Et puis à un moment, il y a eu cette couverture, celle que vous voyez sur le livre, sur lequel il avait mis donc le titre provisoire qui était Reste. Et en fait, j'ai adoré tout. Et j'ai dit, bon, ok, alors c'est la bonne couverture et c'est le titre qui va rester parce que je trouve que sur la couve, il prenait tout son sens, il prenait une belle dimension que
que j'aimais énormément. Mais ça a été... Oui, c'est compliqué les titres, parce que par exemple, Kérosène, ça a été une évidence. Le roman que je suis en train d'écrire pour l'instant, ça a été une évidence. Et La vraie vie, ben, j'avais énormément cherché, je trouvais rien. Et c'est mon éditrice, là pour le coup, ça a été un coup de génie de mon éditrice de proposer ce titre-là. Donc, ouais, c'est pas évident les titres, chez moi. Il y a des auteurs pour qui c'est facile, mais moi, c'est pas facile. J'avais une question, et cette question aborde l'une des thématiques de votre roman, et c'est le silence de S qui a eu beaucoup de mal à partager cet événement tragique. Et ma question est la suivante: qu'est-ce qui vous a attiré dans cette thématique qui est le silence? Oh, excellente question. Ben, je crois simplement, là pour le coup, c'est vraiment venu de mon expérience personnelle, c'est-à-dire comme c'est une chose que j'ai expérimentée intimement. Disons que c'est quelque chose que je connaissais très bien, et donc j'avais un petit peu envie de la partager et de dire. En gros, voilà ce qu'on ressent quand on est dans une relation clandestine. Voilà le point de vue qu'on ne voit pas beaucoup, qui est le point de vue de la maîtresse. Et donc, effectivement, ce silence qui est particulier, ce secret, et jusqu'où on est... jusqu'où on est tenu au secret. C'est un secret qui n'est pas le nôtre en fait, parce que par définition, elle s'en fout, elle serait ravie de crier sur tous les toits cette relation qu'elle a avec M. Elle l'aime profondément, elle est fière de cet amour. Enfin, il y a vraiment rien qui la... Donc c'est son secret à lui qu'elle est obligée de conserver, et c'est une position qui est assez inconfortable. Qui nous transforme en menteurs ou en menteuses malgré nous, parce qu'a priori, voilà, on ment pour protéger l'autre, mais nous-mêmes, on n'a pas spécialement cette envie-là. Et comment ouais, ce silence peut avoir des conséquences, en fait. Tant que tout va bien, ça va, c'est pas... Mais comment ça peut complètement dégénérer à partir du moment où il y a un drame. Et puis aussi cette tentation justement de communiquer avec l'autre, femme. Ouais, c'est quand même aussi un roman sur... Alors, le mot est compliqué en l'occurrence, et puis c'est un mot compliqué, je trouve, pour l'instant, parce qu'on l'utilise beaucoup, mais je vais l'utiliser quand même, sur la sororité, parce que elle a... Ouais, elle se sent liée à la femme de M, et en fait, elle se rend compte qu'elles ont plein de choses en commun, elles ont plein de choses qu'elles pourraient partager, ce qui évidemment ne sera pas le point de vue de cette femme-là, parce qu'elle vit les choses complètement différemment, mais il y a ça aussi, d'avoir envie de franchir cette barrière-là, de dire, mais en fait, si on allait prendre un café, si on discutait, ben, peut-être que tout ça serait pas si terrible, et peut-être qu'on n'est pas voué à se détester. Et voilà, c'était aussi ça, ce silence qui, je crois, crée beaucoup de malentendus et beaucoup de ressentiments, alors que peut-être les choses pourraient être infiniment plus simples. Mais ça, c'est peut-être mon côté. Je reconnais que je suis très naïve là-dedans aussi, et c'est mon côté idéaliste, et c'est mon côté... voilà, ce monde est tout petit, et on va tous s'aimer, et chevaucher des poneys sous les arcs-en-ciel. Voilà, les choses sont pas si simples que ça, mais j'avais aussi envie de parler de cette naïveté-là, et c'est vrai qu'elle est très naïve. Mon personnage, elle peut être agaçante d'ailleurs, mais c'est ma naïveté à moi, et j'avais envie de la revendiquer aussi, ouais. Moi, j'avais une question. Quelle est la place de la mort dans ce livre? Est-ce que c'est une ligne? Est-ce que c'est une peur qui met fin à l'angoisse, ou est-ce que c'est un début de partage finalement avec cette autre femme?
puisque le lac, c'est un petit peu le lien. Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire qu'elle a le choix à ce moment-là. Enfin non, elle a pas le choix, en fait. De toute façon, la mort de M survenant à ce moment-là, dans ces circonstances-là, font que l'histoire va être révélée d'une façon ou d'une autre. Soit elle appelle les secours et on découvre le poteau rose, ou alors elle fait ce qu'elle a fait et on découvrira de toute façon le poteau rose. Donc le lien, il est à ce moment-là complètement inévitable. Et moi, je crois que j'avais envie de parler de mort aussi parce que ça me permet à travers l'écriture, d'aller un peu côtoyer le dragon, en sachant que je suis relativement en sécurité. Mais c'est vrai que c'est un livre que j'ai écrit en pleurant énormément, parce que ça m'a fait voyager dans l'idée de la mort. Parce qu'évidemment, tout ça, je le traverse à travers mon personnage. Et donc, je suis terrorisée pas par ma propre mort, ça vraiment c'est un truc avec lequel je suis très à l'aise, mais par la mort des gens que j'aime. Et là, c'était une façon de m'y préparer, de l'expérimenter de façon un petit peu soft, comme on peut expérimenter les choses dans un rêve. La fiction, c'est pas mal pour ça. Donc voilà, donc j'ai un peu voir le dragon. Et en sachant qu'a priori, il ne pouvait pas me faire trop mal dans ce cadre-là. Question encore. Oui. Merci. Moi aussi, je voudrais vous poser une question parce que tout au début, vous avez dit que vous étiez à un certain moment éco-enragé ou quelque chose comme ça. Donc, vous aviez une certaine... vous avez une certaine position, disons, par rapport au sujet écologique, n'est-ce pas, à la cause écologique, si j'ai bien compris. Et alors, j'aimerais bien vous demander quelle est la place, quel est le rôle de la nature, de l'environnement dans votre œuvre, hein, dans vos livres. Et quel est votre rapport à la nature? Oui, c'est une excellente question parce que c'est vrai qu'elle est très présente. Enfin, d'ailleurs, j'ai un tout petit peu de mal avec le mot. Enfin, je suis pas la seule, hein, mais le mot environnement est déjà questionnant en lui-même parce que c'est comme si c'était un décor, que le vivant était un décor dans lequel nous évoluions en tant qu'humains et comme si nous n'en faisions pas complètement partie. Et c'est vrai que dans la vraie vie, il est énormément question d'animaux, de forêt, de nature. Idem dans Kérosène. Dans Kérosène, il y a beaucoup de personnages non humains, enfin de personnages animaux. Il y a une truie, il y a un dauphin, il y a un cheval. Et d'ailleurs, je donne la parole à un cheval. Il y a tout un chapitre où c'est un cheval qui s'exprime à la première personne du singulier et où j'explore aussi qu'est-ce que c'est d'être un cheval dans un monde d'humains, ce qui doit être absolument effroyable, même quand on n'est pas maltraité, hein, le fait de vivre enfermé dans un box, d'être transporté, d'être attaché tout le temps. Ouais, c'est des questions qui sont très prégnantes et c'est vrai que voilà, je vis pas au milieu des bois, à mon grand regret. Et c'est pour ça probablement que le personnage de cette sorcière qui vit dans la nature, qui fait partie en fait presque de la nature, parce qu'on se rend compte qu'elle vit avec très très peu et qu'elle vit dans la forêt, que probablement elle a son petit potager où elle cultive un petit peu ce qu'elle mange, me fait vraiment fantasmer, parce que je rêve de ça au niveau individuel, parce que je me sens complètement impuissante. On sait bien qu'il faut que les choses changent de façon radicale, qu'on est en train de tout détruire, qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, de détruire nos conditions d'existence, les conditions d'existence de nos enfants, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la perte de la biodiversité, que ce soit la gestion de l'eau. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le tableau, on le connaît. Et qu'on le sache parfaitement et qu'on soit
je vois aussi qu'on est incapable et qu'on est, on est dans une espèce on est embarqué dans une espèce de vaisseau qui va à toute vitesse et que c'est très difficile de l'arrêter. Mais donc, ouais, moi individuellement, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à vivre avec des animaux, à cultiver mon potager, à être le plus possible au contact du vivant, parce que simplement ça me fait du bien. Mais je vois bien que ça ne change. Enfin, voilà, je ne vais rien changer. Et une autrice qui est vraiment intéressante sur ces questions-là, c'est Alice Zéniter, autrice française contemporaine. Elle doit avoir à peu près le même âge que moi, ouais, peut-être un petit peu plus jeune, et qui explique aussi comment, à travers la fiction, peut-être on peut faire évoluer les choses, dans le sens où on a beaucoup raconté, la fiction, que ce soit le cinéma, la littérature, enfin, a beaucoup raconté des hommes qui faisaient des choses. C'est des mecs qui font des trucs. Alors déjà, si on pouvait raconter aussi un peu des femmes qui font des trucs, et ça, bah, on le fait de plus en plus, c'est voilà, multiplier les points de vue, et que ce soit pas tout le temps des mecs blancs, hétéros, cis, qui fassent des trucs. Mais aussi s'intéresser voilà, aux animaux, aux plantes, aux vivants en général, et pourquoi est-ce que ils ne sont pas au centre de nos récits. Pourquoi est-ce qu'on raconte si peu la vie d'une biche, la vie d'un lapin, la vie d'un moineau, voire même la vie d'une courgette. Je crois que c'est vraiment, il y a moyen d'en faire des fictions. D'ailleurs, à ce titre-là, je vous recommande vraiment le roman de Richard Adams, Watership Down. C'est un vieux roman qui date des années 50, mais qui est passionnant. Croyez-moi sur parole, je vous jure, quand je le dis comme ça n'a pas l'air, mais on suit des lapins pendant 500 pages, et c'est pas un livre pour enfants, parce qu'il se passe vraiment des choses qui sont... Il y a un suspense incroyable. Voilà, bref, pardon, je me suis un peu emballée, mais je pense qu'on raconte pas assez les animaux. Et moi, je le fais pas du tout. Ils sont présents dans mes livres. C'est pas du tout une démarche militante de ma part. C'est juste que je peux pas faire autrement. Il y a toujours des animaux, parce qu'en fait, ils sont très présents dans ma vie, et que donc ils sont présents dans mes livres. D'ailleurs, il y a mon chat qui est en train de vomir. Je sais pas. J'espère que vous l'entendez pas. Bien. Encore peut-être une question, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Oui. Moi, tout juste pour poser une simple question. Elle a mis combien de temps pour faire sortir cet excellent travail? Combien de temps? Une année? Oui, c'est toujours un peu compliqué, parce que je sais jamais très bien à quel moment le roman commence à germer en moi. Mais c'est vrai que si je parle du moment où je commence à écrire la première ligne jusqu'au moment où le roman part à l'impression, reste, si je me rappelle bien, c'est plus ou moins 1 an et demi. Voilà. Et c'est à peu près constant. La vraie vie a pris plus ou moins ce temps-là aussi. Il y a eu 9 mois pour le premier jet, première version du manuscrit. Puis après, il y a toute la phase de retravail aussi avec la maison d'édition, qui consiste pas juste à corriger les fautes d'orthographe. Hein. Il y a vraiment un travail sur la construction du récit, sur les personnages, voilà, je rajoute des scènes, je coupe. Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe, donc j'écris pas du tout mes romans complètement seule. Il y a plusieurs personnes qui interviennent dessus. Donc ouais, on est dans cet ordre-là d'un an et demi. Kérosène a été beaucoup plus rapide, mais ça c'était très particulier. Donc je peux continuer avec une question. Au séminaire, on a rapidement remarqué que la protagoniste et aussi M n'ont pas de nom, et donc on se demandait pourquoi ils restent anonymes. Ouais, ça à nouveau, c'est un peu une constante chez moi. Dans la vraie vie, l'héroïne n'avait pas de prénom non plus. Et d'ailleurs, la plupart des personnages n'avaient pas de prénom. Ils étaient... alors là, c'était plutôt des archétypes.
C'est-à-dire qu'il y avait le personnage du champion, de la plume, le père, la mère, et donc ils étaient représentés plutôt par leur fonction ou par une forme un peu d'archétype, mais je donnais pas les noms. Ici c'est pareil. Alors il y a déjà une raison qui est très simple, qui est que le roman est écrit à la première personne du singulier et que donc, en tout cas, ça explique assez bien le fait que l'héroïne elle-même n'ait pas de prénom, parce que en fait on cite rarement son propre prénom. Donc naturellement, sur l'ensemble du roman, son prénom, je pense, apparaissait 2 fois. Il y a une fois où un personnage l'appelait, et puis une autre fois, je sais plus, mais donc voilà, je me dis, si c'est pour qu'il apparaisse 2 fois, alors autant le supprimer, parce que du coup c'est perturbant. Si le roman, le prénom de l'héroïne n'apparaît qu'au premier tiers du roman, c'est surprenant pour les lecteurs. Ils disent, ah oui, elle s'appelle comme ça. Et donc voilà, donc je trouve que c'est pas ça nécessaire. Donc elle, c'est vrai qu'on a juste son initiale à la toute fin, puisqu'elle signe sa lettre, et donc je sais pas, j'ai pas eu envie de mettre son prénom en entier, j'ai juste mis son initiale, comme d'ailleurs plein de gens font, signent leur mail en mettant juste la première lettre de leur prénom. Lui, c'est plus ambigu, enfin c'est plus bizarre, parce que comme on parle de lui pendant tout le roman, c'est le sujet central du roman, c'est vrai que c'est curieux de ne pas lui donner de prénom. Alors au départ, en fait, j'avais juste du mal à lui trouver un bon prénom, parce que en fait, c'est le personnage dont elle est amoureuse et dont moi, du coup, je suis un peu amoureuse aussi en l'écrivant. Et donc, il y a la tentation qu'il ait un prénom cool, parce qu'évidemment, on préfère être amoureuse d'un mec qui a un chouette prénom, qui pourrait être le prénom que j'aurais donné à un de mes fils si j'en avais eu un. Le problème, c'est qu'en général, on tombe plutôt amoureuse de mecs qui ont des bêtes prénoms. Et je ne vais pas en citer, parce que chaque fois que j'ai fait ça, évidemment, il y en avait un dans la salle, donc je vais éviter. Mais voilà, on tombe amoureuse de mecs qui ont des prénoms un peu... Et je sais pas, j'avais pas envie de ça non plus, parce que je l'aimais. Voilà, donc je n'arrivais pas à me prononcer. Et donc, pendant toute l'écriture du roman, j'ai mis M pour pas m'encombrer avec cette question-là et pour pas me freiner avec cette question-là. Donc, je l'ai écrit comme ça. Et puis, à la fin, j'ai dit à mon éditrice, bon, il va être temps de remplacer ce M par un vrai prénom. Et elle m'a dit, ah mais non, pourquoi? Et je dis, parce que... Elle dit, non, moi je trouve ça super, justement, ça l'anonymise. Et justement, tout le roman porte sur la question de l'anonymat, de cette histoire qui est cachée et tout. Donc en fait moi je trouve ça super. Elle dit, je trouvais ça super malin comme procédé. Je dis, oui, bien sûr. C'était très réfléchi. Et donc on l'a laissé comme ça. D'accord, merci. J'ai peut-être encore une question par rapport à la forme du roman. Donc c'est très très longues lettres. Pourquoi 2 lettres très très longues pour le coup à la femme de M, et qui s'ajoute à cette question, est-ce que vous écrivez vous-même des lettres? Ah oui, bonne question. Non, pas du tout. J'écris très peu, très peu. J'écris des lettres quand il y a une crise de couple ou quand il y a une rupture, les séparations. Ça, oui, ça se fait par lettres, mais à part ça, j'écris pas. Enfin, j'écris pas à mes proches. Beau lapsus. Alors, la question de la lettre, ça a été assez délicat, en fait, parce que à la base, je ne pensais pas du tout écrire un roman épistolaire. J'avais cette idée de cette femme qui se trimballe pendant des jours avec le cadavre de son amoureux dans la voiture. Je ne savais pas très bien comment commencer à écrire ce roman. Je savais qu'à un moment ou à un autre, elle allait devoir écrire une lettre à l'épouse. Ça me paraissait inévitable. Et donc, j'ai commencé par ça, puisque c'était la chose la plus évidente. Et en écrivant cette première lettre, donc, je me suis dit, ok, le roman, il est là-dedans. Je n'ai pas besoin de sortir de cette forme-là. C'est super intéressant qu'elle écrive une lettre. Parce qu'en plus, je pensais que cette lettre allait arriver dans un récit qui serait plutôt écrit à la 3e personne du singulier, donc en elle. Et puis non, je me suis dit non, on est tellement immergé dans cette lettre, c'est super de découvrir l'histoire justement sous cette forme-là. Et alors, je me suis dit à ce moment-là, je vais écrire différentes lettres. Elle va écrire plusieurs lettres pendant tout son périple, où elle va raconter au fur et à mesure ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai écrit une bonne partie du roman.
Sauf que je me suis quand même assez vite aperçue que c'était un procédé qui était un peu artificiel parce que c'était pas très crédible d'imaginer cette femme roulant dans la montagne avec le cadavre de son amoureux sur la banquette arrière, qui s'arrête sur le bord du chemin et qui se met à écrire dans un carnet des lettres à l'épouse. Enfin, je me dis, elle doit être dans un état émotionnel qui est tellement compliqué à ce moment-là que autant ça me paraissait crédible tout le moment où elle est dans le chalet et où elle est immobile et où elle ne sait pas quoi faire. Mais cette immobilité me paraissait propice à l'écriture. Mais à partir du moment où elle se met en mouvement, ça me paraissait pas crédible. Et donc, j'ai dû trouver ce procédé. Et d'ailleurs, je pense que Titiou m'a aidé, Titiou Lecoq, en m'accompagnant. Je pense qu'à un moment, c'est elle qui m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'elle raconterait pas alors toute cette deuxième partie a posteriori? Elle est rentrée chez elle. Et elle a quelque chose à régler avec cette femme. Elle sent bien que dans la première lettre qu'elle lui a écrite, elle n'a pas livré l'entièreté du récit. Et donc, cette deuxième lettre est plutôt écrite a posteriori comme quelque chose d'un petit peu plus thérapeutique, qu'elle écrit presque plus pour elle que pour l'épouse. Et à partir de ce moment-là, ça a été assez évident. Je me suis dit, ben oui, évidemment. Et en positionnant la narratrice à cet endroit-là, donc en lui faisant écrire au passé quelque chose qui lui est arrivé 1 mois ou 2 mois auparavant, c'était beaucoup plus clair et c'était beaucoup plus fluide. Et donc voilà, d'où cette forme à la fois épistolaire, mais c'est 2 lettres. Voilà. Mais comme vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas pensé a priori et qui vient un petit peu en cours d'écriture. Et ça, s'il y en a parmi vous qui écrivent, c'est quelque chose que je trouve toujours très important de rappeler, c'est que le procédé est toujours, enfin en ce qui me concerne, toujours très brouillon et très... il y a vraiment de la recherche et on peut revenir en arrière et avoir l'impression pendant qu'on écrit que ce qu'on fait n'a aucun sens et ne pas voir la forme finale. Et en fait, la forme, elle se décide au fur et à mesure. Et il ne faut surtout pas partir en se disant qu'on doit avoir une idée précise et en imaginant que les choses vont être évidentes. Ce n'est pas le cas. Et donc, s'il y a des moments où on doute et où on a l'impression qu'on fait n'importe quoi, se rappeler que c'est normal et que ça fait partie du boulot et que ça ne veut pas dire qu'on est en train de rater son roman. Voilà. Une question de Simona. Plutôt des impressions de lecture que je voudrais partager avec vous. Donc, oui. Lorsque j'ai commencé à lire et j'avançais dans la lecture, j'avais l'impression que ça doit être un cauchemar et j'ai pensé à la fin du livre, donc comment cette histoire peut-elle se terminer. Et j'espérais un coup de théâtre du genre... elle se réveille, c'est un cauchemar et il y a le bel homme de sa vie qui rentre du lac, l'eau qui s'égoutte de son corps et ainsi de suite. Voilà, donc pas de coup de théâtre. Donc le coup de théâtre, c'était qu'il n'y avait pas de coup de théâtre, mais par contre, j'ai beaucoup aimé la fin sur laquelle vous nous avez donné quelques explications, surtout cette image de barque à carreaux en fin de compte. Et puis, il y a... autre chose qui m'a semblé très nouveau à explorer dans le domaine de la littérature, c'était comment gérer le tabou de la mort. Donc, cette rencontre entre le corps vivant et le corps mort. Et oui. cela pose problème en général pour certaines personnes. Donc, à l'intérieur intratextuel, je dirais qu'il y a un travail du deuil que la femme fait à propos de cette disparition inattendue de l'amour de sa vie. Et ça se passe très bien et la fin est tout à fait cohérente et c'est une excellente fin. De la perspective du lecteur qui est à distance et qui ne fait pas partie de ce couple Eros-Thanatos qui est très bien nuancé tout au long du livre, il y a vraiment un travail à faire. Un travail de rapprochement de quelque chose qui parfois nous sépare. Donc la vie et la mort, c'est de l'inconfortable que vous nous avez fait vivre. Parce que l'histoire, elle est à la limite du crédible. Si on imagine les aspects pratiques, ça va être difficile de le faire jusqu'au bout. Et c'est pour cela que cela est une histoire en fin de compte. Et... voilà, donc vous avez préféré revenir à la réalité concrète
avec cette fin, et en même temps une réalité qui est superbement métaphorisée. Voilà, donc il n'y a pas de questions, il y avait tout simplement mes remarques et disons combien la lecture de chaque livre nous fait voyager, explorer en nous-mêmes, parce que vous avez dit que vous ne pensez pas tellement au lecteur lorsque vous écrivez. Donc voilà un exemple de sentiment qu'un type de livre peut éveiller en nous-mêmes et nous faire réfléchir, disons, sur notre piste à nous, dans notre forêt sauvage à nous, à propos de quelques données qui nous sont livrées par le livre. Donc, je vous remercie et je vous félicite encore pour cette belle réussite. Merci beaucoup. Merci. Par contre, je dis que je ne me préoccupe pas du lecteur pendant que j'écris. Par contre, effectivement, c'est infiniment précieux de recevoir les impressions de lecture une fois que le livre est terminé, et de voir. Et c'est précieux aussi pour la suite, parce que je peux voir à quel moment du chantier, en tout cas dans le chantier en cours, voilà, ce que vous me dites est précieux. C'est rigolo la remarque que vous faites par rapport au cauchemar et au fait qu'éventuellement à la fin elle se réveille. C'est quand ma mère a lu le roman, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a suggéré, comme le roman n'était pas encore parti à l'impression, elle m'a dit et si en fait c'était un cauchemar et qu'elle se réveille et qu'il rentre du lac. Donc elle avait eu exactement la même. Et je lui ai dit non, c'est interdit, on ne peut pas faire ça. mais oui, mais donc je crois que vous n'êtes pas la seule à avoir espéré que ce cauchemar ne soit pas vrai. Oui. Bien, merci beaucoup à tous et à toutes pour la qualité de votre écoute et de vos questions. Et puis surtout, merci beaucoup à Madame Dieudonné pour le temps accordé et le moment qu'elle nous a permis de partager avec vous tous qui viennent d'Allemagne, de Roumanie, de Pologne, d'Italie, ici à Lyon. Et je vous propose de terminer en applaudissant et en remerciant vivement Madame Dieudonné. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et nous vous souhaitons une bonne continuation et vous félicitons pour ce prix. Puis espérons qui sait, pouvoir avoir l'occasion de vous inviter et de vous accueillir à Lyon pour un échange et un temps de conférence avec nos étudiants. En tout cas, vous serez la bienvenue ici. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bien, merci à toutes et tous. Nous allons vous proposer de monter un étage très bref pour un temps de rafraîchissement et de détente. Voilà, même si on n'était pas tendu, mais on va vous accompagner à l'étage avec Romain et Elena. Merci à vous.